Je vais dire des méthodes qui ont marché pour moi, dans mon cas, dans mon type de dépression que j'ai vécu et qui peut-être ne marchera pas pour tout le monde, et cetera, et cetera. Donc ce que je dis est toujours à prendre avec des pincettes, mais même en fait, dépression ou pas, je pense que ce sont de toute façon des conseils que je peux donner à tout le monde de manière générale. Alors faut savoir que ma dépression, je l'ai pas remarquée tout de suite en fait. J'ai un peu glissé dedans pendant genre 3-4 mois et c'est qu'en arrivant tout au fond en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, parce que je pleurais tout le temps, tout était extrêmement dur et surtout, le truc très particulier, je pense, à ma dépression, c'était que je me parlais mal. Je me parlais vraiment super mal. J'étais tout le temps en train de m'insulter, de me dire putain, mais t'es trop conne. Putain, mais t'es vraiment dégueulasse. Regarde, t'es moche, t'es machin, t'es nul. Enfin bref, j'arrivais pas à. Je me souviens que dès que j'essayais de penser à un truc positif ou quoi, il y avait comme un nuage noir, un voile noir qui arrivait et qui assombrissait toute ma journée. Et c'était trop dur de m'en séparer en fait. D'ailleurs, il y a même un moment où je me suis dit, c'est marrant, ça ressemble beaucoup aux détraqueurs dans Harry Potter. La description que fait J.K. Rowling des détraqueurs, vraiment qui aspire comme ça toutes tes idées heureuses et voilà, qui te fait ressentir que des trucs négatifs. C'était vraiment un peu cette sensation, je me suis retrouvée en fait dans cette description-là. Et j'ai trouvé ça un peu intéressant comme métaphore en fait. Je pense que ce qui se passe quand tu es en dépression, notamment en tout cas pour ma dépression à moi, c'était comme un bug chimique de mon cerveau. C'est-à-dire qu'il n'était plus vraiment capable de produire ou du moins de libérer l'hormone du bonheur ou l'hormone de la récompense qu'on appelle la sérotonine. Donc en fait, ce que ça fait, en gros, je suis pas calée là-dessus, mais ce que ça fait, c'est qu'en gros, dès que tu fais un truc qui est bon pour la survie, par exemple manger, baiser, faire un truc comme construire ta maison ou peu importe, des trucs manuels qui t'avancent dans ta vie, ça t'envoie un message chimique qui est la sérotonine. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y a les endorphines, etc. qui viennent en jeu, mais disons que quand tu as la récompense chimique, ça rend la chose soit moins dure à faire, soit ça te donne carrément du plaisir, par exemple comme pour la bouffe. Et en fait, quand tu as du mal à produire cette hormone, j'ai l'impression que ça rend tout vraiment très 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 difficile. La moindre chose devient, je vais pas dire insupportable, mais devient à la limite de l'humainement faisable en fait. Et du coup, ça joue aussi sur tes souvenirs et ton futur. Et en fait, c'est un peu du coup cette idée de détraqueur en fait qui t'aspire tous tes souvenirs heureux. En fait, c'est surtout parce que quand tu te remémores un souvenir ou que tu essaies de te projeter dans le futur, ton cerveau, il va refaire un petit peu de ce que tu as ressenti sur le moment. Donc par exemple, tu vas te rappeler d'un moment heureux dans ta vie, ton corps, il va sécréter un peu de ce truc heureux que tu as ressenti sur le moment. Et quand en fait tu es déséquilibré à ce niveau-là et que du coup tu n'arrives plus vraiment à sécréter ou à produire ou peu importe de la sérotonine, en fait, même quand tu vas essayer de te rappeler de tes souvenirs heureux, ton corps va avoir beaucoup de difficultés à y mettre la joie qu'il y avait. Pareil, quand tu essayes de te rappeler, quand tu essayes de te dire, ok, c'est quoi le meilleur futur possible, et en fait, ton corps va pas être capable d'y mettre la joie et le bonheur que ça va pouvoir te procurer. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que sont arrivées en fait les pensées suicidaires. C'est-à-dire que souvent, j'avais beaucoup de mes amis qui essayaient de m'aider, quoi. Ils me disaient, ouais, sois positive, imagine le futur le plus positif qui peut t'arriver et tout. Et en fait, ce genre de truc-là, c'était le pire parce que c'était vraiment ce qui me donnait envie de me suicider parce que même en imaginant le futur le plus cool, c'est-à-dire que tout marche, que j'arrive à trouver ce que j'aime, à faire ce que j'aime, à avoir quelqu'un qui m'aime. Enfin, je faisais la liste de tous les trucs que je voulais dans ma vie et je m'imaginais les avoir. Et même comme ça, j'arrivais pas à comprendre, à me rappeler que j'allais pouvoir être heureuse en fait dans ces moments-là. Et ça rend l'expérience extrêmement dur à vivre parce que tu te dis mais en fait la vie c'est super long et c'est super dur, j'arrive à peine à me lever, à me préparer à manger, tout est tellement dur, tout est tellement difficile et en fait ça va être ça pour jusqu'à la fin de ma vie, même si je réussis, même si tout me sourit, genre je serai quand même profondément désespérée et dans le mal tous les jours, c'est pas possible en fait. Donc c'est à ce moment-là où tu te dis viens, je continue pas en fait, viens j'arrête là, tout simplement. Puis
Du coup, il y a cette idée un peu, le fait de pas savoir ce qu'il y a après la mort, tu te dis: «Bon, bah, au mieux, bah, c'est forcément mieux que là et au pire, ça peut pas être pire qu'ici». Donc voilà, il y a un peu ce truc-là de se dire: «Bon, bah, viens, on abrège, quoi». Donc je dis ça aussi pour ceux qui n'ont jamais été en dépression, pour qu'ils comprennent un peu, à quel est le processus, en fait, qui mène, aux pensées suicidaires qui sont simplement, voilà, un enchaînement de trucs qui fait qu'on ne se rappelle pas qu'on a été heureux et on ne se rappelle pas qu'on peut être heureux et que du coup, ça rend l'expérience de la vie très, très, dure à tous les points de vue, en fait. Et du coup, tout ça, je pense, c'est vraiment dû à cette baisse globale, en fait, de sérotonine dans ton cerveau qui rend le moindre des petites activités, soit extrêmement chiantes alors qu'elles te passionnaient avant, parce qu'en fait, le système, ton système de récompense est complètement cassé. Donc, en fait, les trucs qui te donnaient plein de plaisir avant, bah, vont devenir très chiantes. Il y a vraiment une perte d'intérêt de tous les trucs qui te passionnaient avant. Et c'est vraiment démoralisant, surtout quand tu as une fibre un peu créative. Ne plus trouver de plaisir et d'amour en fait, dans ce que tu fais, c'est vraiment compliqué. Et même les trucs comme par exemple sortir avec tes potes, etc., ça devient tout de suite extrêmement difficile, notamment aussi parce qu'en fait on est fatigué. Soit parce qu'on fait des insomnies, on n'arrive pas à dormir, soit parce que genre on dort trop. Enfin, de toute façon, le corps, j'ai l'impression, il est vraiment au ralenti. J'avais vraiment cette sensation que mon corps était comme en veille tout le temps, que tout était compliqué, les conversations étaient dures à suivre. Et en fait, du coup, cette idée de rester enfermé chez soi, elle vient un peu de ce côté-là, quoi, que tout est dur à suivre, la vie va trop vite dehors et du coup, tu préfères un peu t'enfermer parce que finalement, c'est plus agréable, en fait, de rester enfermé. Euh, et c'est plus facile à vivre, surtout. Voilà, donc ça, c'est principalement les gros symptômes que je me rappelle de ma dépression. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu les points par point ce que j'ai fait pour me sortir plus ou moins de cette situation désastreuse. Donc la première chose qui s'est passée, c'est qu'en fait, j'étais très très amoureuse d'un homme, folle amoureuse d'un homme, qui n'avait aucun intérêt pour moi, clairement, et je n'avais aucune chance avec lui. Et du coup, la première chose que j'ai fait, et ça a été très dur, mais j'ai réussi petit à petit à le faire, c'est de ne plus le voir, essayer de ne plus le fréquenter. En fait, il faisait vraiment partie de ma bande d'amis, donc c'était très très dur, mais j'essayais de ne pas être là quand il était là, j'essayais de ne pas avoir d'interaction euh, avec lui, en fait, de manière générale, parce que son désintérêt pour moi faisait que ça cultivait en fait ma petite voix, justement, que je vous parlais, ma petite voix qui me disait putain mais t'es trop nulle, t'es pas assez, t'es trop moche et tout, t'es dégoûtante même. Ça venait du fait que comme il me repousse, enfin comme il voulait pas de moi et comme le rejet en fait de l'autre a cultivé vraiment cette voix malsaine dans ma tête. Et du coup la première chose ça a été vraiment d'écarter cette personne de ma vie. Et ça a été très très long, ça m'a pris presque plus d'un an pour vraiment... je faisais des rechutes tout le temps, où je craquais, je lui parlais, où voilà, j'avais besoin de ma dose, quoi. J'étais vraiment accro. Et à chaque fois, bah, ça se terminait par la même chose, à savoir une rechute horrible en dépression, etc. Il faut savoir qu'il n'y a pas de moment où tu sors de la dépression et ça y est, t'es guéri, quoi. Il y a un peu de ça, mais disons que c'est beaucoup de vagues où tu vas un peu mieux, puis après tu rechutes, tu vas un peu mieux, tu rechutes, tu vas un peu mieux et tu rechutes. Et là, tu vas vraiment mieux et ça dure pendant longtemps. Et après, hop, tu rechutes un peu et après, ça va vraiment mieux pendant longtemps. Enfin, c'est vraiment un espèce de cycle comme ça. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre ça, que la guérison se fait petit à petit. Donc voilà, donc ça m'a pris vraiment un an et demi pour vraiment sortir de tout ça. Mais ça a été ma première étape. Il y en a plein d'autres, mais ça a été ma première étape, sortir la personne qui amplifiait la petite voix qui me parlait mal. Pour cette voix-là aussi, j'ai aussi utilisé la méthode Coé. Je m'étais fait un MP3 avec ce qu'on appelle des affirmations positives. Donc c'était un MP3 avec une espèce de musique de fond un peu zen, tu sais, avec des oiseaux et tout, sur lesquels j'avais enregistré des phrases du style je suis prête à changer et à évoluer ou des trucs du style je peux me féliciter parce que je le mérite. Il y avait 12 phrases, je crois, comme ça, 12 ou 13 phrases un peu qui
qui m'aidait à bien me parler dans ma tête, qui me préparait au changement et à l'effort que j'allais devoir faire pour me sortir de cette dépression. Et donc en fait, donc j'avais ce fameux MP3 où je disais une première phrase, j'avais enregistré une première phrase et ensuite je laissais du blanc pour que moi je puisse le répéter ensuite, de préférence devant un miroir. Je me mettais devant un miroir avec mon MP3, la phrase disait « Je suis prête à changer et à évoluer » et moi je répétais dans le vide en me regardant dans la glace « Je suis prête à changer et à évoluer ». Et en fait, le truc qui est ultra dur au début, c'est que ta voix, elle va te tracher. Ta voix, elle va te dire, putain, mais t'es trop une merde, mais regarde, t'es tellement ridicule, mais t'as cru que tu disais ça, mais c'est tellement kitsch, non, 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 non. Bref, elle va t'insulter, elle va te dire des trucs horribles, te répéter que t'es moche, etc., etc. Mais faut vraiment essayer de le faire tous les jours. Et au bout d'un moment, en fait, la voix, elle s'éteint petit à petit. Genre, la voix qui te parle mal, arrête de te parler mal. Et aussi incroyable que ça peut paraître, et ben aujourd'hui je ne me parle plus mal du tout. Genre dès qu'il y a une voix qui me dit un truc négatif dans ma tête, il y a une autre qui fait mais ta gueule. Genre vraiment littéralement je remarque quand je me parle mal et j'arrive à arrêter en fait de juste mal me parler. Et ça veut pas forcément dire se construire un ego en mode ouais je suis la meilleure et tout, c'est juste savoir qu'on est un humain normal qui a le droit d'exister et qui a des passions dans la vie et qui a un espace vital dans lequel il peut s'exprimer, etc. C'est un des trucs qui a été un peu primordial puisque c'est un peu de ça dont tout a découlé en fait. Une fois que tu te parles mieux, c'est plus facile de faire les choses dures puisque déjà t'es ton propre ami, t'arrêtes de t'auto-saboter en fait. Ensuite ça me paraît évident mais il y a bien sûr la nourriture. J'ai complètement changé mon alimentation à ce moment-là parce que je sentais que ça me pesait. Je suis devenue végane principalement parce que à ce moment-là j'étais vraiment hypersensible et j'avoue que la souffrance animale et tout ce qui en découlait, l'écologie et tout, ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, c'était vraiment une manière aussi d'être fière de moi, entre guillemets, d'être en accord, plutôt en accord avec ce en quoi je crois dans la vie. Et du coup, ne pas faire souffrir les animaux et la planète, c'était un moyen pour moi d'être vraiment cohérente entre ce que j'étais au fond et ce que je voulais projeter dans le monde, en fait. Donc voilà, donc je suis devenue végane et en fait, avec le recul, je me rends compte que peut-être ne pas mettre... En fait, je crois que quand le corps est au ralenti, ça touche un peu tous tes organes, donc notamment ton cerveau, mais aussi probablement ta digestion. J'avais lu quelques trucs comme ça qui parlaient que, en gros, la digestion était vraiment au ralenti, que du coup, fallait faire un peu attention à ce que tu mangeais. Et je pense que par conséquent, des trucs comme la viande et les produits laitiers qui sont des aliments assez durs à digérer, le fait de plus les manger, ça a un peu allégé, disons, le poids, déjà l'énorme boulet que je me traînais déjà. Voilà, je mangeais moins et je mangeais mieux. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai appris, du coup en devenant végane, j'ai transitionné vers du coup des plats que je connaissais pas, que j'ai dû apprendre. J'ai appris à préparer à manger, à me préparer à manger et par conséquent à m'occuper de moi un peu. En fait, il y avait vraiment ce côté, je reprends soin de moi, je prends mon temps pour m'occuper de moi. Donc bien sûr, dans la même lignée, il y a le sport. Donc je sais que le sport, on n'est pas tous vraiment sportifs. Personnellement, je l'étais pas vraiment. J'ai été sportive quand j'étais plus jeune, mais mon école m'a un peu, engraissée quoi, m'a rendue très très sédentaire et j'étais beaucoup dans le travail et je faisais plus du tout de sport depuis un moment. Et du coup, me remettre au sport, ça a été très très dur. Mais ça m'a vraiment aidé et je le conseille à tout le monde de se mettre au sport. Que vous soyez en dépression ou pas d'ailleurs, se mettre au sport, c'est vraiment vital pour plein de raisons. Et je vais pas vous mentir, faire du sport quand t'es en dépression, c'est une torture. C'est genre le pire truc que tu puisses faire en dépression. Et ça me paraît logique en fait, puisque ton corps est au ralenti. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que, ok, j'avais pas ma sérotonine, du coup, pour m'aider à supporter ma séance de sport, mais quand même, à la fin de la séance, ou vers le milieu, ça se déclenchait, j'avais les endorphines qui kickaient à fond. Et en fait, les endorphines, ça te fait un peu planer, t'es comme anesthésié de partout. Et c'était un peu devenu ma drogue, c'est-à-dire que c'était un peu mon moyen de souffler et de planer pendant 1 heure, maxi 2 heures après mon sport. Et du coup, même si c'était dur de le faire, c'était un peu
voilà, c'était un peu devenu ma drogue, quoi, qui me permettait d'avoir ma bouffée d'air frais. Et du coup, je préférais faire ça plutôt que de me droguer littéralement. En gros, pareil, j'étais un peu comme pour le véganisme, j'étais en accord avec tout ce que je pensais être bien dans la vie, à savoir, prendre soin de moi et devenir, avoir le corps que j'ai envie d'avoir en fait. Donc c'était vraiment ça, privilégier les effets à long terme plutôt que de privilégier les effets à court terme. Et ensuite est arrivé un événement assez important qui en fait a fait la transition entre la dépression et vraiment le moment où j'ai vraiment guéri. C'est le fait d'avoir mis Guillaume dehors. Enfin, en gros, il vivait chez moi et je pense qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me retrouver. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin d'air, etc. Et on vivait tous les deux dans un petit 18 mètres carrés. Et du coup, finalement, il prenait, mais sans faire exprès, hein, c'était pas de sa faute, c'était moi qui n'a pas su mettre mes propres limites, tu vois. Donc je le laissais rentrer dans mon espace et ça m'étouffait. Mais lui, il était pour rien et il avait nulle part d'autre où aller en vrai. Donc en fait, j'avais une décision très très dure à prendre qui était de le mettre littéralement à la rue. Bon, finalement, tout s'est très très bien terminé puisque lui, finalement, est parti vivre à Berlin et c'était son rêve. Donc, il a un peu pris cette occasion pour réaliser ce rêve qu'il avait en tête depuis longtemps. Et notre relation ne s'est pas du tout, enfin, il ne s'en est que amélioré puisque du coup, j'ai réussi un peu à prendre ma place, tu vois, dans notre symbiose. J'ai réussi à finalement mettre les limites là où j'en avais besoin d'en mettre. Malgré que toute l'histoire se soit bien finie, la décision sur le moment était vraiment extrêmement dure à prendre et je pense que dans le processus de guérison de la dépression, il y aura forcément des choix durs à faire, des moments où il va falloir s'imposer alors que on n'a pas envie ou on n'a pas l'habitude de s'imposer, se séparer de gens qui finalement sur le moment, pas forcément à cause d'eux ou quoi, mais juste sont toxiques à ce moment même dans notre vie. Et du coup, s'entourer de gens qui sont plutôt bénéfiques pour notre processus de guérison ou moins pour le moment. Et être honnête avec les gens, moi j'ai été honnête avec Guillaume, je lui ai dit voilà, je vais pas bien et là c'est soit je te mets dehors, soit je meurs en fait. C'est vraiment une question de vie ou de mort, donc j'ai besoin de cet espace et j'ai besoin de me retrouver quoi. Ensuite, je pense qu'il faut faire très très attention parce que la dépression, il y a un moment où elle devient confortable en fait. Il y a un moment où ta tristesse devient un peu ta meilleure amie et ça devient presque agréable, tu vois, de pas avoir à te pousser et te laisser un peu envahir par toutes les addictions que tu peux avoir, comme YouTube, les jeux vidéo, la nourriture ou même les drogues de toutes sortes. Ou encore par exemple Netflix, qui sont en fait plein d'addictions qui vont sur le moment atténuer ta douleur, mais qui sur le long terme vont juste aggraver ta situation. Et c'est pas bon parce que en fait ça s'arrête jamais de s'aggraver en fait. Si tu bouges pas à un moment, la situation ne va faire que s'aggraver et voilà quoi, c'est pas très souhaitable. Bon, pour ce qui est des antidépresseurs, parce que je pense qu'on va me parler des antidépresseurs dans les commentaires, moi personnellement je suis pas entièrement contre parce que je pense que ça peut être un bon outil pour te permettre de sortir en fait de cet état où tout est hyper dur et te donner une sorte de petit boost, de petit plus pour réussir à faire les choses que tu dois faire pour t'avancer dans ta vie. Ça veut dire en gros qu'il faut pas prendre les médicaments en mode comme une autre addiction en fait. Ah en fait je ne peux vivre que avec mes antidépresseurs parce qu'il y a que à ce moment-là que je me sens vraiment bien. Mais vraiment juste utiliser, se dire ok je prends les antidépresseurs maintenant pour me permettre de créer des bonnes habitudes et un peu me donner un répit on va dire sur la dépression pour me permettre d'avancer dans ma vie et faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc je suis pas vraiment contre à proprement parler. Après, personnellement, moi, je n'ai pas été voir de psychologue et je n'ai pas pris d'antidépresseurs. Mais là encore, c'était vraiment un choix personnel. Aussi parce que j'étais très très bien entourée par des gens qui m'ont vraiment aidée, notamment Guillaume, bien sûr, qui m'a supportée pendant quasiment toute ma dépression. Et par supporter, j'entends pas le côté négatif de supporter, mais le côté positif de... Il m'a porté en fait pendant
pendant tout le process, il était là: «Vas-y, va au sport, vas-y, tu peux le faire. Mais non, t'es génial, mais non, t'es magnifique, regarde comment t'es bien, non, 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 regarde comment t'es forte et tout». Donc ça, clairement, ça m'a vraiment, aidée à guérir un peu tous les trucs et en le remerciant, je lui ai dit: «Allez, ciao, bye», je l'ai jeté à la rue. Enfin voilà, ça faisait un peu partie aussi du truc, du choix dur à faire, mais voilà, je pense que quand on a un bon entourage un peu positif, heu ça aide. Et puis aussi, j'ai fait ces vidéos et j'ai commencé en fait une activité. J'ai appris un nouveau skill qui est j'ai appris un nouveau métier en fait qui est de, savoir monter et filmer, des vidéos et ça m'a vraiment stimulée comme il fallait. Et le fait aussi de communiquer en fait, d'avoir une communauté avec qui partager, mes trucs les plus intimes. Finalement, j'ai eu des très bons retours et c'est un peu comme si vous tous, vous aviez un peu, participé à, comme si vous aviez été un peu mes psychologues quelque part. C'est-à-dire que moi, je vous donnais, ce que je pensais dans ma tête et chacun avait, «Ah ouais, tu devrais plutôt faire ci. Ah non, tu devrais pas penser ça, mais pourquoi? Nin nin nin». Ils posaient des questions, enfin, je sais pas, en fait, on a fait un espèce de travail tous ensemble comme ça. On débriefait comme ça un peu tous les jours et ça m'a vraiment aidée. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil que je peux donner, bien sûr, pour, en fait, il faut trouver une activité qui vous permet soit de vous exprimer, soit, d'avoir ce sentiment de truc accompli. Par exemple, un truc tout bête, des fois, avoir l'habitude de faire la vaisselle. Tu vois, la vaisselle, c'est un truc qui s'entasse et tout, qui vraiment, peut devenir très, très anxiogène, la saleté et tout quand tu es en dépression, tu la supportes pas, mais tu pas assez la force de la nettoyer, par exemple. Et donc la vaisselle, c'en est un très bon exemple. Donc juste, te dire: «OK, tous les jours, mon seul truc que je fais, c'est que je fais ma vaisselle, tous les jours. Je me fais à manger, je me fais la vaisselle et si je réussis ça et ben, je peux être fière de moi parce que je suis en dépression et que c'est mon goals». Et donc petit à petit, tu te donnes des petits goals comme ça de trucs où tu peux être fière de toi, de te dire: «OK, aujourd'hui, j'ai fait ma vaisselle, yes!» et ça peut aller là et ça peut aller jusqu'à, dessiner, faire, écrire un texte, enfin plein de choses comme ça. Mais je vous conseille aussi vraiment, de vous filmer, même si c'est pas pour le mettre sur internet, même si c'est fait avec un appareil photo ou un portable, n'importe quoi, le photo booth de votre, ordinateur, peu importe. Hem, Juste parler à voix haute à vous-même et en fait, vous allez voir que extérioriser les pensées, c'est pas du tout la même chose que de les avoir dans la tête et on se rend compte de beaucoup plus de choses en le disant à voix haute devant une caméra. Du coup, ça, c'est un vrai conseil que je peux vous donner, même, si vous les gardez pour vous, que vous les supprimez quelques jours après. Hésitez pas à vous filmer et à vous re-regarder et bien sûr, en vous re-regardant, ne vous dites pas: «Putain, mais regarde comment tu parles, c'est dégueulasse et tout». En fait, habituez-vous à vous voir vous-même et à voir, comment vous bougez, quel tic vous avez sur votre visage, quelle est votre voix et habituez-vous et essayez de cultiver cet amour que vous avez pour votre visage, qui est comme il est, quoi. Oui, vous avez peut-être un gros nez, OK, vous avez peut-être des lèvres, toutes petites, peut-être que vous avez des oreilles décollées, je sais pas, mais en fait, c'est votre visage et c'est ce que vous projetez au monde et c'est OK, en fait. Et voilà, vous habituer à votre visage, apprendre à un peu cultiver cet amour. Qu'est-ce que vous auriez envie d'améliorer sur vous, par exemple? C'est OK juste une démarche comme ça d'amélioration et psychologique, vous construire une pensée, philosophique ou politique ou peu importe et une pensée, et comment vous voulez vous montrer au monde, en fait, aussi. Comment vous voulez que les gens vous voient? Quel est le genre de type de couleur de cheveux que vous voulez? Quelle coupe de barbe ou peu importe vous voulez, quoi. Est-ce que vous voulez vous maquiller ou pas? Quel genre de enfin bon, bref, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Je sais pas pourquoi je blablate là-dessus, mais bref. Apprenez à vous voir et à vous aimer, quoi, tout simplement. Mais c'est un peu, je sais que quand, on dit ça à quelqu'un qui est en dépression, c'est un peu what the fuck de se dire: «Quoi? Mais m'aimer? Mais n'importe quoi!» Mais c'est tellement un truc, égo narcissico, machin, de s'aimer. Mais, je pense qu'il y a vraiment un truc, sain, juste de s'aimer simplement, quoi. Juste de se dire, se taper sur l'épaule comme ça en mode: «C'est bien, t'es quelqu'un de bien. Oui, je sais, merci, voilà».